Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bon, vous connaissez la chanson «Notre portable nous rend stupides» et la télé abrutit nos enfants et puis réciproquement. C'est en substance l'avertissement qui est donné surtout aux parents, mais les liens de cause à effet sont difficiles à établir. N'est-il pas envisageable, au contraire, que les écrans bien utilisés nous rendent plus avertis ou plus intelligents? L'exposition aux écrans est-elle forcément toxique, comme l'explique un livre récent signé Michel Desmurget, La fabrique du crétin digital aux éditions du Seuil? Bonjour Grégoire Borst, vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'université Paris-Descartes. On entend donc souvent dire que les écrans ont un effet néfaste. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très difficile d'avoir une position très arrêtée sur la question parce que la difficulté essentiellement, c'est qu'on n'a pas le recul suffisant aujourd'hui pour avoir des conclusions définitives sur l'effet délétère ou positif des écrans sur le développement cognitif, socio-émotionnel et physique de l'enfant et de l'adolescent. Donc on a quelques données qui semblent suggérer soit des effets délétères dans certains cas, soit des effets plutôt positifs Alors, dans d'autres cas. Lesquels justement dans chaque cas, Grégoire Borst? Typiquement, l'écran sur lequel on a le plus de recul, c'est la télévision, parce que ça fait 60 ans que c'est rentré dans les ménages, et donc on a une certaine distance par rapport à ça. On sait par exemple qu'effectivement, il y a des effets délétères liés notamment à la sédentarité, c'est-à-dire que vous restez sédentaire devant un écran, donc effectivement, il y a des effets liés par exemple à un lien entre l'exposition à la télévision et l'obésité. Il y a aussi des effets, par exemple, délétères qui ont été démontrés sur l'attention visuelle. On n'a pas beaucoup parlé que les écrans, ça avait des effets sur l'attention, la capacité à rester concentré sur des longues périodes de temps. Et on sait par exemple qu'une exposition, mais massive, on parle de plus de 7 heures par jour devant la télévision pour des enfants de 1 à 3 ans, il y aurait peut-être des effets sur les troubles attentionnels observés à 7 ans. Sauf que tout le problème, c'est le problème de la direction de la causalité. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des troubles attentionnels qu'ils ont passé plus de temps entre 1 et 3 ans devant la télévision, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont regardé la télévision entre 1 et 3 ans qu'ils ont développé ensuite des troubles attentionnels? Et cette donnée-là, on l'a pas, en fait. Les écrans d'ordinateur ou les tablettes, qu'est-ce que ça change, Grégoire Borst? Alors, a priori, il peut y avoir une interaction, c'est pas forcément le cas, mais c'est une différence avec la télévision. Est-ce que là aussi, on peut essayer de développer un raisonnement sur la toxicité ou sur l'absence de toxicité de ces tablettes? Alors, typiquement, l'utilisation d'Internet, en dessous de 2 heures par jour, ça a des effets protecteurs, par exemple, sur la dépression. Et au-dessus de 2 heures par jour, ça a des effets plutôt négatifs sur la dépression, le sommeil ou sur, justement, l'obésité. Donc, on voit bien que c'est toujours une question de dosage. Il n'y a pas de bon ou de mauvais écran, ou il y a des bons et mauvais usages des écrans. Une surexposition peut avoir, dans certains cas, des effets délétères. Mais typiquement, c'est exactement la même problématique que sur l'effet de la télévision sur l'attention. C'est-à-dire que sur la dépression, on sait par exemple qu'on ne sait pas si c'est pas simplement les gens qui sont plus déprimés qui utilisent plus Internet. Et en fait, c'est peut-être plus le symptôme de la dépression qu'en fait la cause de la dépression. Bon, mais j'imagine quand même qu'il y a aussi un rapport avec le contenu, parce que si par exemple vous mettez, je sais pas moi, à lire Victor Hugo sur votre écran, bon, les enfants que je connais ne le font pas tous les jours, hein, je vous le conseille, Grégoire Borst. Mais enfin bon, si vous faites ça ou si vous regardez des films que je vais qualifier pudiquement d'idiots, ça ne donne pas le même résultat. Non, c'est effectivement tout l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de se poser la question du contenu. Et on voit par exemple que sur la télévision, encore une fois, deux types de contenus très différents ont des effets totalement opposés sur le développement du vocabulaire de l'enfant. Vous exposez des enfants pendant 10 semaines à un programme comme Rue Sésame, vous avez des effets positifs sur le développement du vocabulaire. Vous les exposez à Teletubbies, vous avez des effets négatifs sur le développement du vocabulaire. Et il y a exactement la même chose sur les jeux vidéo. Et là, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que sur le jeu vidéo, c'est en fait plutôt les jeux vidéo d'action qui ont des effets positifs sur notamment les processus attentionnels et sur la vitesse de traitement de l'information. Bon alors, évidemment, il m'arrive comme à chaque parent d'être agacé par le temps que passent mes enfants en jouant aux jeux vidéo. Néanmoins, je constate qu'il y a, je le dis sans humour noir, mais qu'il y a une capacité de concentration tout à fait étonnante lorsqu'ils jouent à ça. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, Grégoire Borst? Mais ce qu'on peut en déduire, c'est qu'effectivement, c'est comme toute activité. C'est-à-dire que quand vous pratiquez une activité de façon soutenue dans le temps, ça a des effets sur un certain nombre de processus cognitifs. Et on sait que sur les jeux vidéo, on a maintenant des données qui sont assez consolidées là-dessus,
On sait que des non-joueurs, parce que c'est tout l'enjeu, c'est de savoir si des non-joueurs vont développer certains processus cognitifs suite à la pratique des jeux vidéo. Si vous demandez à des non-joueurs de jouer pendant 50 heures à des jeux vidéo d'action par rapport à des jeux vidéo qui ne sont pas des jeux vidéo d'action, effectivement, on observe des capacités de concentration qui s'améliorent, une capacité à focaliser son attention qui va augmenter au cours du temps, et on sait chez l'enfant qu'on peut même avoir des effets sur les capacités de lecture. Et chez les joueurs, puisqu'apparemment vous faites une distinction entre les non-joueurs et les joueurs, mais j'avouerai que je connais peu d'enfants qui sont non-joueurs, puisqu'ils ont été généralement élevés en proximité, même si on se bat tous les jours, ils sont quand même au contact de jeux vidéo. Oui, l'intérêt d'utiliser des non-joueurs, c'est que ça nous permet justement d'attribuer une causalité. Si vous êtes non-joueur et que je vous demande de jouer pendant 50 heures à un jeu vidéo par rapport à un autre groupe de non-joueurs qui jouent à d'autres types de jeux vidéo, je peux dire exactement qu'est-ce qui lie, en gros, l'augmentation d'une compétence par rapport à la pratique d'un jeu vidéo par rapport à un autre. Donc, ensuite, on peut évidemment le transposer aux joueurs. On peut dire effectivement que les enfants qui jouent beaucoup à certains types de jeux vidéo d'action vont développer un certain nombre de compétences liées à la pratique de ce type de jeux vidéo. Alors, certains parents ont adopté une attitude de taliban vis-à-vis des écrans. Pas d'écran, qu'est-ce que vous en pensez, Grégoire Borst? Je dis juste que c'est totalement irréaliste et irréalisable. Si vous faites la guerre tous les jours, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, sauf que dès qu'il sort du foyer, il va probablement être en contact avec les écrans de ses copains et que ça, vous ne pourrez pas forcément réussir à le réguler. Ce que je veux juste dire par là, c'est que de toute façon, nous allons vivre dans un monde où le numérique va être extrêmement présent. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir et de penser une éducation au numérique, aux écrans, avoir peut-être une position qui soit moins simpliste. C'est pas non, pas d'écran ou oui, tous les écrans que vous voulez. C'est réellement d'essayer d'expliquer à l'enfant quels sont les effets de l'utilisation des écrans sur son cerveau et sur son comportement. Donc c'est d'en passer par finalement une approche plus métacognitive, de leur faire prendre conscience des processus qui sont en jeu quand ils jouent sur une tablette ou quand ils jouent sur un téléphone portable. Alors dernière question, Grégoire Borst, à ce sujet. Si on est malgré tout obligé de laisser l'enfant jouer, ou en tout cas avoir un écran entre les mains, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire ou qu'est-ce qu'il faudrait lui faire faire? L'idée, c'est d'une part d'essayer de ne pas le laisser seul face à l'écran quand il est très jeune. Ça, c'est la première chose. C'est quoi très jeune? Très jeune, ça veut dire avant 5-6 ans. C'est vrai que c'est bien d'être en interaction avec l'enfant devant l'écran. C'est finalement ce que, je dirais, le message qu'on peut entendre. La deuxième chose, c'est d'essayer effectivement de lui faire jouer à des jeux dont on peut notamment vérifier qu'il n'y a pas de contenu trop violent par rapport à ces jeux. De limiter évidemment le temps d'exposition. Ça, c'est, je dirais, on est de l'ordre de l'évidence. Mais ensuite, il y a de toute façon, je dirais, des effets induits qui sont toujours un peu paradoxaux. Encore une fois, le fait de dire qu'il vaut mieux jouer à des jeux comme, je vais caricaturer, mais des jeux d'action où il faut tirer sur des petits personnages par rapport à un jeu comme Sims, c'est contre-intuitif, mais effectivement, ça développe plus certaines capacités. Merci Grégoire Borst, vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'université Paris Descartes.